Et on va démarrer maintenant à nouveau avec Valérie Peugeot. Valérie a beaucoup de casquettes. Alors on fait très vite, mais présidente de l'association VK, chercheuse à Orange Lab, ce qui est pas innocent, c'est intéressant. On n'est pas que dans une posture théorique là-dessus. Vice-président du Conseil national du numérique, évidemment, on l'a dit. Et avec un mot-clé, moi, qui m'intéresse là-dedans, parce que je suis pas sûr de le comprendre, inclusion. On va essayer de dire, je pense que c'est finalement l'open data, mais pas de façon neutre, là vraiment dans les sujets qui nous intéressent. On n'a pas beaucoup de données ouvertes, on a des choses qui sont un peu produites par le terrain. Alors oui, ok, OSM, voilà, on vous adore. Et qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on a une chance de faire autre chose après OSM et avec OSM? Et finalement, pour moi, la vraie question, c'est l'open data. C'est quoi? C'est le truc à la mode depuis l'an dernier, là? Ça va survivre? On fait quelque chose avec? Qu'est-ce qu'on fait? Un truc à la mode, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et je vais essayer, on m'a donné la tâche de vous reposer un petit peu les fondamentaux de ce que c'est l'open data, d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait, etc. Donc je m'excuse par avance pour ceux qui sont déjà familiers, mais je crois que c'était indispensable de reprendre ces bases. Et puis évidemment, dans un deuxième temps, j'essaierai un petit peu de répondre ou donner ma vision sur les questions qui sont portées par cette journée et la relation entre citoyenneté, open data et médiation numérique. Alors, si on repart un peu en arrière, si on repart un petit peu en arrière, effectivement, on a l'impression que c'est un phénomène tout nouveau. Il y a une ébullition en France qui est relativement récente, voire très récente. Et en réalité, contrairement à ce qu'on peut lire de ci, de là, il faut comprendre que l'open data s'inscrit dans une histoire qui vient d'assez loin. On peut la faire remonter au siècle des Lumières, qui est l'histoire d'une revendication à la transparence, à l'accès à l'information publique. Une histoire qui a cheminé très lentement et qui a commencé à s'inscrire dans les dispositifs législatifs finalement assez tardivement, puisque c'est en 1966 que les États-Unis ont été le premier pays à mettre en place une législation qui permet aux citoyens de revendiquer un accès à l'information publique. Et l'Europe suivra un certain nombre de pays, la France 78, etc. Mais l'Europe en tant qu'Union européenne n'aura un acte équivalent qu'en 2003. Aux États-Unis, c'était le contexte guerre du Vietnam qui avait quand même traumatisé beaucoup les citoyens américains et qui avait permis d'aboutir sur cette législation. Donc vous voyez un mouvement assez lent, mais qui va basculer avec le numérique. Pourquoi? Parce qu'avec le numérique, on passe d'une revendication d'un accès au sens consulter, pouvoir regarder, observer, consulter l'information, à une revendication de circulation, ce qui n'est pas la même chose, c'est-à-dire pouvoir non seulement consulter les données, mais aussi les réutiliser, les manipuler, les partager, les faire circuler, etc. etc. Et donc c'est là qu'il va y avoir rupture, c'est là qu'il va y avoir accélération. Alors les premiers à s'engager dans une revendication d'ouverture des données, on a tendance à l'oublier, sont les scientifiques. Dès le milieu des années 90, ils disent mais nous on ne peut pas travailler avec des données enfermées dans des silos, et donc ça s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large qu'on appelle le mouvement Open Science, de scientifiques qui disent mais si on veut rester fidèle à l'esprit de la science, on a besoin de partager nos connaissances, de partager nos bases de données, que ce soit sur la recherche en épidémiologie, en climatologie, etc., etc. Et puis il va y avoir un temps de latence qui va bouger à partir du milieu des années 2000 sous l'influence d'un certain nombre d'acteurs, notamment du côté des États-Unis, ça va être la Sunlight Foundation, donc qui est une fondation qui milite, comme son nom l'indique, pour mettre de la lumière dans les actes de la puissance publique. Et au Royaume-Uni, c'est The Guardian, donc plutôt les médias qui vont pas tout seuls. Hein. Il y a bien sûr des tas de groupes activistes sur le sujet, mais je vous cite ceux qui ont été fer de lance. The Guardian qui va mener une campagne en disant « Give us back our crown's jewel », rendez-nous les joyaux de la couronne, avec cette idée toute simple que les données produites par la puissance publique pour ses besoins, gérer les déchets d'une ville ou collecter les flux migratoires, etc. Ces données-là, elles ont été financées par l'argent public et donc elles appartiennent au public, d'où l'idée rendez-nous ce matériau qui a été financé avec nos deniers et qui finalement est un bien commun.
À partir de là, étape suivante, donc là on est en 2006, 2007, un point important, c'est la rencontre de Sébastopol, où on va voir des grandes figures à la fois du logiciel libre, du web 2.0, de différents horizons, mais il y a cette rencontre web, logiciel libre et scientifique, où on retrouve des grandes figures comme Larry Lessig, comme Tim Berners-Lee, etc., qui vont là aussi, je dirais, taper du poing en revendiquant l'ouverture des données. Et alors, le grand tournant, c'est 2009, où là, et en général, les gens font partir l'open data de cette date-là, mais vous voyez bien que c'est plus compliqué que ça. 2009, c'est le gouvernement Obama, premier gouvernement Obama, qui lance son portail d'open data, suivi par le Royaume-Uni quelques mois plus tard, et 2012, portail européen, avec entre-temps toute une série donc voilà le portail américain, toute une série d'autres pays et collectivités locales qui vont embarquer dans l'open data. J'insiste sur le rôle des collectivités locales qui sont souvent les premières à ouvrir bien avant les gouvernements nationaux qui là-dessus ont un rôle très dynamique, très important. Alors, voilà une petite capture d'écran qui n'est pas complète quand on regarde de près, mais qui vous donne un aperçu récent du nombre de villes, de collectivités ou de pays qui ont ouvert. Elle n'est pas complète, mais enfin ça donne un bon aperçu et on voit qu'il y a quelques pays africains, enfin pour l'instant le Kenya, mais en réalité il y a 2 ou 3 autres pays qui sont en train de réfléchir à l'ouverture des données. Donc on sort, même si c'est massivement un phénomène occidental, on commence à sortir de ce tropisme occidental. En France, et là c'est une carte que j'emprunte aux travaux de Claire, de Libertic, en France, voilà un petit état des lieux, je ne rentre pas dans le détail, cette carte est accessible en ligne, donc si vous voulez aller voir qui bouge, à quelle vitesse, etc. Saluons au passage quand même quelques villes pionnières, Rennes, Paris, Nantes, et dans les régions, la région PACA, qui ont embarqué dans les premières et qui sont chefs de file. Alors, côté du gouvernement français, le portail, c'est celui-ci, data.gouv.fr, qui a le mérite d'exister, il faut le dire, et qui fait aussi l'objet d'un certain nombre de critiques sur lesquelles je ne vais pas m'étaler maintenant, mais qui en réalité sont des critiques qu'on adresse à un petit peu tous les portails. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, si on se remet du point de vue d'un point de vue plus politique, c'est de s'apercevoir que dans les gouvernements qui portent, là je n'ai pas pris les collectivités locales, je n'ai pris que des pays, qui portent une ouverture des données, on a toutes les étiquettes politiques. Et ça, c'est un phénomène, d'un point de vue de politiste, qui est assez intriguant, parce que c'est rare de voir un changement qui passe quand même par des actes législatifs forts se faire, sur une période aussi courte, on est vraiment sur 2, 3, 4 ans sur la bascule, et 2, avec des portages politiques de toutes étiquettes, depuis le Parti des travailleurs au Brésil, en passant par les conservateurs au Royaume-Uni. Au passage, le Royaume-Uni avait voté de façon unanime, les 2 partis de gouvernement avaient adopté la loi sur l'open data. C'est quand même assez impressionnant. Et je trouve cet œcuménisme politique intriguant et il mérite d'aller y voir de plus près. Alors, quand on regarde ce qu'on peut appeler les promesses autour de l'open data, et quand on analyse les discours, donc là j'ai capté, je dirais, les mots-clés des discours de 4 personnages, mais on peut faire l'exercice avec tous les pouvoirs publics qui promeuvent l'open data, on s'aperçoit qu'il y a en permanence 2 registres qui reviennent de façon systématique. Donc Nigel Shalbot, juste pour le situer, c'est un scientifique, un chercheur du Royaume-Uni, qui est un des promoteurs des web science, de l'open data, de tout un tas de choses, et qui a été vraiment un des fers de lance de la politique britannique. Il travaille étroitement avec Tim Berners-Lee, qui est lui aussi en tête du mouvement open data. Tim Berners-Lee, qui est le papa du web, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, quand on regarde leur discours, les autres, vous les reconnaîtrez, je pense, quand même. Je ne vous les présente pas. On s'aperçoit qu'il y a 2 grandes séries d'arguments. Une première série, on va dire, d'ordre démocratique. Ça va permettre plus de transparence. Ça va rendre les gouvernements plus responsables. Ils doivent rendre des comptes à leurs électeurs, à ceux qui les ont élus. Ils doivent engagement, ils doivent interagir avec leurs électeurs. Ils doivent être plus efficaces. Ils doivent améliorer les services publics, etc., etc. Et vous retrouvez, ils doivent
ça doit permettre de rendre du pouvoir aux citoyens. On trouve ces arguments-là de façon quasi systématique chez tous les promoteurs. Et puis, deuxième série d'arguments, ça va permettre de créer de la valeur économique et sociale, ça va permettre de booster l'innovation, ça va permettre derrière de créer de la croissance, etc., etc. Et donc la puissance publique, en ouvrant ces données, elle est dans un rôle on va dire, de maïeutique. Elle permet de booster la croissance puisqu'elle va permettre à des services de se créer. Ces services se créant vont créer de l'emploi, en créant de l'emploi, ils créent de la croissance et ils repayent des impôts, qui est le retour sur investissement des pouvoirs publics. Ça, c'est le discours que vous entendrez partout. Dans la réalité, et je vous invite à regarder ça de plus près si vous regardez les politiques menées par les villes ou par les gouvernements, on s'aperçoit que derrière cette espèce d'accord généralisé, selon les gouvernements, l'accent va être mis plutôt sur l'un ou plutôt sur l'autre axe, et que ces discours cachent des vrais choix politiques très différenciés d'une collectivité à l'autre. Par exemple, je reviendrai dans un instant là-dessus, le choix de la licence qui accompagne les données, c'est-à-dire le régime juridique qui va permettre la circulation des données, est un point névralgique qui montre dans quelle philosophie, plus ou moins libérale, plus ou moins du côté de la citoyenneté ou plus ou moins du côté de l'économie, se situe la puissance publique qui vaut. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais aller très vite là-dessus, qu'une donnée véritablement ouverte, parce qu'en fait, on entend un petit peu tout et n'importe quoi là-dessus. On peut dire que 3 critères, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a 3 grands critères à observer quand on regarde si une donnée est libérée. Il faut d'abord que techniquement elle puisse circuler, ça c'est la première chose, et ça c'est pas évident parce qu'aujourd'hui la plupart des acteurs publics ont utilisé des logiciels propriétaires vendus par des entreprises qui avec des formats propriétaires dedans, et donc quand on veut les libérer, ça oblige à nettoyer les données, à les reconvertir dans des formats réutilisables. Donc premier critère qui n'est pas du tout trivial et qui a un coût. Deuxième critère, légal, il faut qu'il y ait une licence qui permette aux réutilisateurs, qui que ce soit un développeur, une entreprise, un individu, de savoir où il met les pieds juridiquement, et donc d'être tranquillisé sur le fait qu'il va avoir le droit de réutiliser ces données pour en faire quoi. Et troisième critère qui est économique, c'est-à-dire est-ce qu'il doit payer ou pas. Là, il y a un énorme débat qui se poursuit encore aujourd'hui. On voit ça revient de façon récurrente. La plupart des acteurs, y compris la puissance publique, s'accordant sur le fait que ce que ça pourrait rapporter en vendant les données finalement est infinitésimal par rapport à la valeur au sens pas monétaire, mais au sens valeur sociale, valeur économique, rapportée par une libération, une mise à disposition gratuite des données. Mais c'est un débat récurrent sur lequel on pourra revenir. Alors, qu'est-ce que ça produit? On peut dire qu'en ce moment, on est dans une phase un peu transitoire. Moi, j'appelle ça un peu le baby blues de l'open data. C'est-à-dire qu'il y a eu la première phase super enthousiaste avec les discours dont je vous ai donné quelques mots-clés où on allait faire la révolution avec l'open data. Et puis là, on s'aperçoit que finalement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et que il ne se crée pas tant d'applications que ça, les données sont compliquées à ouvrir, etc., etc. Alors quand même, avant de rentrer dans le débat, un petit aperçu, je vous donne en survol très très rapide, qu'est-ce qui existe aujourd'hui autour de l'open data, quelques petits extraits de sites, vision absolument non exhaustive et je dirais, alors il y a le mot sérendipité derrière moi, on est vraiment en sérendipité totale, mais c'est une mise en bouche et après à vous d'aller chercher, vous trouverez facilement d'autres exemples. Quelques exemples de résultats, voilà une application qui nous vient de New York et qui permet de mettre en relation les habitants de New York qui cherchent un terrain de sport pour pratiquer du tennis, du baseball ou je ne sais quoi, avec un fond cartographique. Donc là, on s'appuie sur une base de données de la municipalité qui géolocalise les terrains de sport et qui fournit l'information sur leur disponibilité avec une possibilité de réservation. Ça, c'est une application rennaise qui permet aux personnes à mobilité réduite de circuler dans la ville. Ça, c'est une application nantaise qui permet de trouver une place de parking facilement et savoir l'état d'occupation des parkings. Ici, une application qui nous vient de Montréal, qui permet de comparer la qualité sanitaire des restaurants avant d'aller essayer une nouvelle pizzeria, en utilisant les données publiques sur les contrôles sanitaires. On peut discuter de ce que ça produit, parce que c'est pas neutre du tout. Vous imaginez le restaurateur qui voit son restaurant apparaître en rouge sur cette carte. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de bon. Ça, c'est une
une application britannique qui permet de géolocaliser le nombre d'accidents dans une ville, en l'occurrence, par année, par type d'accident, degré de gravité, etc. Ça, c'est une application française qui est portée par Regard Citoyen et qui permet de surveiller, au bon sens du terme, le travail de son député, de voir est-ce qu'il est très présent, est-ce qu'il propose des lois, est-ce qu'il propose des amendements, etc., etc. Ça, c'est une application britannique. On ne pourrait pas la réaliser de cette manière-là en France parce qu'il y a un certain nombre d'informations qui ne sont pas autorisées par la législation française, qui permettent de comparer les écoles publiques, privées, le nombre d'enseignants, les rapports d'évaluation, la qualité des écoles, etc., avant de choisir une école. Ça, c'est une visualisation en 3D de la criminalité à San Francisco par type, par forme de criminalité. Autre application de criminalité, une application de Chicago, qui est... il faut dire que Chicago était une des premières villes américaines à embarquer dans l'open data et ils l'ont fait par la criminalité. Ça, c'est vraiment une spécificité nord-américaine. Les premières données libérées aux États-Unis, ça a vraiment été les données de criminalité. Ça ne se passe pas vraiment comme ça chez nous. Une application rennaise à nouveau qui permet de faire une visite du parc du Tabor guidée, une visite avec toute l'information sur les arbres, les monuments, etc. Ottawa, maintenant, je navigue qui permet de savoir si le livre qu'on recherche est disponible dans une des bibliothèques publiques de la ville et quand et où. Et une dernière pour vous montrer, je vous parlais du Kenya tout à l'heure, une application kenyane qui permet de voir comment sont réparties sur le territoire les dépenses publiques. Bon, je m'arrête là, vous verrez, vous voyez, on peut continuer l'exercice à l'infini. Donc ça produit déjà des choses, ça produit déjà beaucoup de choses. Pour autant, vous entendrez partout des critiques. Hein. C'est comme je vous disais, on est dans une phase baby blues déceptive. On entend dire, je pense que Claire reviendra un petit peu là-dessus, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on entend dire que les administrations vont à reculons, qu'elles sont les harpagons sur leurs données, que il ne me reste pas beaucoup de temps, c'est ça, ça va que les données sont de mauvaise qualité, j'en ai déjà parlé, qu'on a des risques d'enclosure, c'est-à-dire de reprivatisation de la donnée par des entreprises qui enferment les données publiques dans des applications propriétaires, que les citoyens finalement ne connaissent rien à l'open data, ne s'en emparent pas, que c'est pas utilisable par le commun des mortels, que les intermédiaires citoyens type Civic Hacker ne sont pas assez nombreux, etc., etc. Alors tout ça est vrai. Tout ça est vrai, mais pour autant, je pense que on a besoin de dépasser ce discours-là en faisant un certain nombre de pas de côté, et c'est ceux auxquels je voudrais vous inviter maintenant dans ce deuxième temps de l'exposé. Quelques pas de côté. Premier pas de côté, je pense qu'il faut, comme toujours, remettre ce qui nous vient du monde du numérique à distance et comprendre d'où ça nous vient en termes de philosophie et d'idéologie. Parce que moi, j'observe, alors ça commence avec le privilège de l'âge, mais j'observe que dans le temps, on a des vagues successives d'enthousiasme qui se déplacent d'un dispositif sociotechnique à l'autre. Donc ça a été l'ordinateur, puis ça a été les communautés virtuelles, puis ça a été Internet, puis ça a été le web, puis ça a été le web 2.0, et puis aujourd'hui c'est l'open data. Et on a comme ça par période une espèce de fixation de l'enthousiasme collectif sur un nouveau dispositif sociotechnique. Alors il faut comprendre que toutes ces technologies dont je viens de parler, toutes ces technologies du numérique, pour faire simple, elles sont émergées dans les années 70 puis 80 aux États-Unis, dans un berceau culturel qui était né de la rencontre entre des mouvements contre-culturels, les néo-communalistes, les hippies qui faisaient le retour à la Terre et qui ont très vite effectué, ça peut paraître très bizarre, mais c'est vrai, l'histoire le montre, une jonction avec les grands laboratoires de recherche qui étaient issus de la Seconde Guerre mondiale et de l'après-guerre. Et il y a un certain nombre de figures comme Stewart Brand, par exemple, qui ont effectué cette jonction entre contre-culture et ce qui allait devenir la cyberculture. Et ces gens-là portaient en commun l'idée qu'on pouvait transformer l'individu et transformer la société par les outils et par la liberté de l'information. C'était vraiment les deux dogmes au cœur de tous ces mouvements qui ont forgé ce qui est aujourd'hui notre univers numérique. Et quand vous écoutez les grandes figures du numérique d'aujourd'hui, je pense à Tim O'Reilly, qui est un des co-concepteurs du Web 2.0, vous écoutez Tim Berners-Lee, vous écoutez toutes ces... Chris Anderson, ancien rédacteur-chef
de Wired et qui est maintenant à fond sur le mouvement des makers, etc. Tous ces gens-là ont biberonné dans cette double culture de l'émancipation collective par l'outil et par la liberté de l'information. Et c'est par hasard si on les retrouve aujourd'hui sur l'open data. Il y a un continuum. Une fois qu'on a dit ça, on a dit quoi? On a dit que il faut arrêter avec ce discours sur la donnée, c'est le pétrole du 21e siècle, c'est de l'or, etc., qu'on entend pas spécialement autour de l'open data, mais du big data en général. Remettons ça à distance. La donnée, c'est une construction sociale. La donnée, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre à distance et poser là comme une espèce de valeur absolue. La donnée, la manière dont on choisit de collecter les données, dont on construit les bases de données, dont on les met à disposition, dont on les organise, etc., tout ça, c'est du construit social, comme toutes les technologies. Et donc, en tant que tel, je dirais, reprenons un petit peu de recul par rapport à la donnée en général, au discours sur le big data et l'open data en particulier. L'open data sera ce qu'on veut bien en faire. C'est un construit social. Deuxième chose, quand on parle de citoyenneté en lien avec l'open data, je pense qu'il faut repartir à l'envers. Au lieu de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec l'open data, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec la citoyenneté. Une fois qu'on s'est posé la question de la citoyenneté, à ce moment-là, on reconvoque les outils, l'open data et autre chose pour voir comment ça peut servir de levier. Bon, je vais aller vite. Moi, de façon, c'est une typologie que j'ai fait comme ça à la va-vite, elle n'a aucune valeur scientifique, mais je dirais qu'il y a un peu 3 temps dans la construction de cette citoyenneté. Et on voit que sur les 3 temps, l'open data, on n'a pas forcément des choses à dire. Premier temps, quand il s'agit d'aider les individus, les citoyens, à passer d'une simple opinion à un jugement, à construire leur opinion en se libérant en partie des médias mainstream, des canaux d'information habituels. Là, l'open data peut dire et faire plein de choses. Je donne cet exemple d'une application que je chéris beaucoup, qui a été faite par My Society, qui est une association à but non lucratif britannique, où elle a mis en place une application qui permet de rentrer son code postal au moment des élections, puis de voir quels sont les principaux problèmes de sa circonscription. Est-ce qu'il faut accepter qu'une nouvelle autoroute passe, construire une usine nucléaire ou équiper plus de crèches? Et ensuite de confronter sa propre opinion avec celle des candidats. Et ça, pour moi, c'est une démarche exemplaire, parce que justement, on passe d'une adhésion un peu au doigt mouillé à tel ou tel parti politique à la construction d'un raisonnement face à des problèmes réels du territoire de la cité. Donc là, l'open data a plein de choses à dire, parce que cette appli, elle n'aurait pas pu exister sans de l'open data, plus du crowdsource data, j'y reviendrai tout à l'heure. La donnée peut aussi nous aider quand il s'agit d'interpeller la puissance publique, de demander des comptes, de construire une voie de retour. Là, par exemple, cette carte que vous voyez, elle compare l'accès à l'enseignement supérieur au Royaume-Uni en fonction d'un certain nombre de critères sociaux et de critères ethniques, chose que nous ne pourrions pas faire chez nous, mais qui montrent les inégalités dans l'accès à l'enseignement supérieur. Et bien, une fois qu'on a cet outil-là, charge aux associations, aux mouvements d'aller interpeller les pouvoirs publics. Là où je pense qu'il faut arrêter de charger la barre de l'open data, c'est quand on parle de participation au sens de construire ensemble, localement, entre nous, par communauté d'intérêt, des réponses à des besoins spécifiques. Si on a besoin de... Voilà, j'ai mis la capture d'écran d'une association new-yorkaise qui met en réseau des habitants pour essayer de je sais pas, monter un jardin collectif, initier une formation spécifique par rapport à un besoin du quartier, etc. Ça n'a rien à voir avec la donnée. Donc arrêtons de charger la donnée de la barre de la participation. Troisième pas de côté, il m'en reste plus que 2, je vais vite. Troisième pas de côté, il faut penser toutes les données et pas seulement les données publiques. Aujourd'hui, on voit du point de vue du citoyen, je dirais qu'il y a 3 grandes catégories de données. Les données qu'on pourrait qualifier de libérées, certains diraient rendues, si je reprends l'expression du Guardian, essentiellement par la puissance publique, de façon marginale par les entreprises, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Les données qu'on pourrait qualifier d'arrachées, je pense bien sûr aux données que Wikileaks va chercher en allant taper de façon plus ou moins licite dans les bases de données diplomatiques, mais de façon moins visible, le travail d'Openly Local, par exemple, qui est un journaliste britannique qui a été scrappé sur le web des données des villes, que les villes refusaient de mettre à sa disposition et qui, ce faisant, a fait avancer la cause de l'open data. Et puis la troisième catégorie, c'est surtout celle-là qui m'intéresse, qui sont les données
produites, récoltées, révélées par les citoyens. Et c'est là on appelle crowdsourcé, mais crowdsourcé, c'est l'idée de la foule, mais là, c'est pas tant le fait qu'elle soit sourcée, c'est le fait que ce soit les habitants, les citoyens qui aillent à la recherche de ces données. Et là, je pense bien sûr au travail d'OpenStreetMap, je ne m'étends pas là-dessus parce qu'on aura l'occasion de revenir avec eux là-dessus. Mais deux exemples, ici c'est I Paid a Bribe, qui est un travail qui est effectué en Inde. Le bribe, c'est comment on appelle ça, un pot de vin, merci, voilà, un pot de vin. Donc c'est un site qui a été mis en place où chaque fois que vous êtes obligé de payer un pot de vin dans votre vie quotidienne de citoyen, vous pouvez le déclarer sur ce site et ça permet progressivement de rendre visible cette corruption qui gangrène complètement l'Inde, sachant qu'en ce moment il y a un mouvement très fort anti-corruption. Autre exemple, Safecast, qui fait un travail de recueil par les individus de la radioactivité pour révéler ce que on sait que les autorités nous informe plus ou moins bien, qui est la radioactivité, notamment au Japon, suite aux catastrophes. Bref, dernier point, et j'en viens à ce qui intéresse directement ceux d'entre vous. Pour faire tout ce travail, on a besoin de nouvelles médiations, il faut les assumer. Et ces nouvelles médiations qui sont à la fois culturelles et numériques, je pense qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans le mot numérique, il faut assumer le fait qu'elles seront portées par une pluralité d'acteurs. J'en ai listé ici quelques-uns, mais on aura besoin de plein d'autres. Bien sûr, les civic hackers qui vont nous aider à aller à la pêche aux données, celles qu'on aurait tendance à nous cacher. Des data journalistes pour nous aider à les décrypter. Des associations pour mobiliser et mettre en scénographier sur la place publique le résultat de ces données. Des infographistes pour nous aider à simplifier le sens des données. Des acteurs de l'éducation populaire pour former. Des espaces en ligne et offline pour pouvoir travailler ce matériau qui est la donnée, notamment la donnée produite par les citoyens. Et en conclusion, je dirais qu'évidemment les OPN sont à la croisée de toutes ces médiations. On parle, Mike Gerstein, qui est un chercheur canadien, parle de data divide, la nouvelle fracture par la donnée, et il dit qu'il y a un risque qu'avec l'open data, finalement, on empower the empowered, c'est-à-dire qu'on donne du pouvoir à ceux qui ont déjà du pouvoir. Eh ben, je pense que justement le rôle des EPN, c'est d'être un pôle de résistance à ce data divide, si tant est qu'on se mette d'accord sur ce terme. Et pour ça, ce travail ne peut se faire non pas en essayant de former les gens à l'open data, ça n'a aucun intérêt, mais en partant des réalités locales. Demain, on doit renouveler un contrat public sur l'eau, et ben, il y a un travail de documentation pour essayer de comparer ce qui se fait dans les mairies d'à côté, aller chercher les données pour pouvoir les utiliser. Donc il faut, à mon avis, partir des projets de vie des gens pour les amener à découvrir au passage l'open data, mais pas partir de l'open data. Et ça, évidemment, les EPN sont les mieux placés pour non seulement chercher la donnée, mais la coproduire, l'analyser et finalement lui donner du sens pour tous les citoyens de leur territoire. Ouf, merci beaucoup.